Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir choisi Télar TV pour suivre votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Agathe Mabiala, une spécialiste des douanes. Avec elle, nous allons parler de la régie financière du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'il en reste? Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Madame Agathe Mabiala. Bonjour Christian Perrin. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté donc notre invitation. Le plaisir est partagé, Monsieur Christian Perrin. Alors, nombreux sont les Congolais qui vous découvrent sur les réseaux sociaux dans vos prises de position contre la dictature de Brazzaville. C'est vrai que j'ai dit, vous êtes spécialiste des douanes, mais est-ce que j'ai vraiment tout dit de vous? Sinon, vous nous ferez plaisir de vous présenter. Qui êtes-vous, Madame Agathe Mabiala? Qui suis-je? Écoutez, vous l'avez dit, spécialiste des douanes, oui. Parce que j'ai intégré la régie financière en 1979, après ma formation à l'École nationale des douanes françaises. Et donc, mon premier poste d'affectation était l'aéroport de Maya-Maya, où j'ai été admis comme inspecteur stagiaire. En 1980, titularisé, j'ai été affecté au bureau principal du Beach. Et en 1982, j'ai occupé mon premier poste de responsabilité, c'est-à-dire j'ai été nommé chef de visite au Beach. Fonction que j'ai occupée jusqu'en 1985. En 1985, je suis nommé chef de service à la Direction générale des douanes, et où j'occuperai les fonctions de chef du service contentieux. À l'époque, les affectations avaient lieu tous les 2 ans. Et en 1987, je suis nommé chef de service de la législation à la direction de la réglementation et de la législation du Congo. Et 2 ans après, je quitte les services sédentaires pour rejoindre les services actifs. Et je suis donc nommé chef de service à l'inspection des services pour m'occuper des services actifs, c'est-à-dire les brigades commerciales, touristiques, volantes, enfin tout ce qu'il y avait comme brigade. Et le poteau rose, c'est en 1991, à la faveur de la conférence nationale souveraine, où le mot d'ordre a été donné de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je suis nommé directeur des finances et de la comptabilité à la Direction générale des douanes. Et fonction que j'occuperai jusqu'en 1998, avec la guerre, avec tout ce qui s'ensuit. Je quitte enfin la régie financière. Je n'avais pas envie de la quitter, mais je la quitte, bon, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Voilà, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et je me retrouve à la direction du contrôle d'État, où je m'occupe aussi d'une direction, la direction des affaires externes. En 2007, je suis affectée au cabinet de Madame la ministre plutôt Émilienne Raoul, ministre des Affaires sociales, et fonction que je vais occuper donc jusqu'en 2010, l'année où je vais faire valoir mes droits à la retraite. Et aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que c'est une indiscrétion de savoir pourquoi vous avez choisi la France? Je suis en France parce que je voulais aller quelque part. Je ne pouvais vraiment plus supporter de voir ce qui se passait sous mes yeux. C'était trop. C'était trop. Lorsque vous dites ce qui se passait sous vos yeux, vous faites allusion à quoi? Parce que bien qu'ayant quitté la régie financière, mais étant toujours à Brazzaville, les échos me parviennent, je vois tout ce qui se fait, je vois comment les services sont utilisés et comment ils devraient être utilisés. J'ai dit, il faut que je m'éloigne. Je voulais même aller au Maroc à un moment, mais bon, après, je me suis dit, bon, la France me connaît mieux parce que j'y ai travaillé, j'y ai été formée. Alors, mes enfants étaient là, il fallait que je quitte Brazzaville parce que c'était ce qui se passait, ça frisait vraiment l'inadmissible.
Ça frisait l'inadmissible. Et si on regardait du côté opposé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience pendant l'exercice de vos fonctions? De positif, bien d'autres. Ben, ce qui m'a marqué, c'est que d'abord, je vais dire pourquoi moi j'ai choisi ce métier. Parce que après une maîtrise en droit, j'avais la possibilité de faire autre chose. Mais j'ai fait droit public parce que je voulais vraiment être dans l'administration. Et ce que j'avais demandé comme premier choix, c'était faire assistante sociale. Mais l'orientation m'a orienté plutôt vers les douanes. C'était mon deuxième choix. Ce n'était pas plus mal. Mais pourquoi j'ai choisi d'aller travailler dans les douanes? C'est parce que mon idée, c'est de donner à l'État les moyens de sa politique. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, ou ce qui mène d'autres personnes, c'est pour avoir plus Oui, Madame d'argent. Agathe, évidemment, parce qu'au Congo, lorsqu'on dit douanier, ça fait penser à tout ce que vous êtes en train de vouloir nous Ah dire, oui. même si vous ne voulez pas nous le dire. Oui, exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, la douane, bon, c'était quand même l'un des services les mieux payés. On avait le quart du salaire qu'il n'y avait pas dans les autres administrations, mais que toute la régie financière avait. Il y avait le quart du salaire et en douane, on avait ce qu'on appelle le TEL. Et avec le ministre Lekunzu à cheval, avec la transition, on a pu donner une indemnité supplémentaire aux douaniers qui était le bonus, que j'ai géré d'ailleurs en tant que directeur des finances et de la comptabilité. Mais malheureusement, je dois dire, je dis malheureusement, ce n'est vraiment Oui, pas oui. ça qui m'avait emmené en douane, parce que je ne savais même pas au moment où je suis engagée en douane, quels sont les avantages que je devais y avoir. Mais ce que je savais, c'est que le douanier est là pour faire rentrer l'argent dans la caisse de l'État. Et un État qui n'a pas d'argent, il ne peut pas résoudre les problèmes des citoyens. Et je me suis dit, et puis de toutes les façons, il faut qu'on se le dise aussi, la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. On entendait déjà parler de, ah voilà, les corrompus. Moi, une fois, j'ai fait, une seule fois dans ma vie, j'ai fait le défilé, mais j'ai dit, je ne referai plus jamais parce qu'on a hué sur nous, oh, les voleurs, oh, ceux-là, les voleurs. J'ai dit, ah bon, mais non, on n'est pas si voleurs que ça. Nous avons quand même des aspects positifs. Pourquoi on les regarde pas? J'ai dit, bon, tant pis, je ne ferai plus le défilé. Mais au moins, ce qui m'a motivée pour être douanière, ça reste là. Et je continue à faire, à jouer mon rôle comme je l'ai appris à l'école de douane, c'est-à-dire faire de son mieux pour faire rentrer le maximum d'argent au trésor pour que l'État ait les moyens pour mener la politique à l'endroit des citoyens. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, au cours de cette émission, parler de la régie financière au Congo-Brazzaville. Mais avant, une autre question subsidiaire. Pendant que vous exercez, il est arrivé que vous assumiez les hautes fonctions dans ce domaine. Il vous est arrivé d'envoyer des gens en mission, mais qui, je crois qu'une mission qui avait failli très mal se terminer. Un de vos agents avait été, je crois, poussé ou jeté quelque part. C'est ce que j'ai appris, c'est une indiscrétion, mais quelqu'un nous a rapporté Ah cela. bon, ben, voilà comment les nouvelles circulent. Et oui, effectivement, je me souviens. Ça nous permet de faire un petit trait d'union avec la corruption qui commence à s'installer au Congo. Tout Alors, à qu'est-ce qui fait. s'était passé exactement? Eh ben, ce qui s'était passé, c'est que je voulais. J'aime mon métier. J'aime mon métier et je voulais en savoir plus de ce qui se passait au niveau de certaines compagnies pétrolières, de ce qu'ils payaient. Il y avait beaucoup d'exonérations, beaucoup. Donc, je voulais en savoir plus. Alors, j'ai organisé une mission pour qu'ils aillent à Pointe-Noire parce que tous les grands bureaux et toutes les grandes actions de ces compagnies, c'était à Pointe-Noire. À Brazzaville, c'est la direction, mais on a du papier, donc j'ai mis une mission en route. Alors, ce que je voulais savoir, c'est qu'ils aillent jauger les quantités de pétrole que l'État congolais vend. C'est vraiment osé. Hein. C'est vraiment osé, donc bon, on m'a même traité de folle.
On m'a dit, vous ne ferez pas ça parce que d'abord, nous n'avons pas de jauge. J'ai dit, ben, je vais demander les jauges des De ces compagnies compagnies-là. qui me prêtent leurs jauges. Et donc, j'ai envoyé des agents. Et le premier jour, évidemment, je les ai envoyés à la direction pour qu'ils fassent signer leurs états et tout, et donner la raison pour laquelle ils étaient là, avec leurs ordres de mission, bien sûr. Et bien, le jour où ils allaient commencer carrément la mission, le chef de mission se voit jeté dans la mer parce qu'ils étaient au 3e étage de la barge. Et on le jette. 3e étage sur la base et on a En jeté. pleine mer, oui, en pleine mer. Et Dieu merci, il y avait comment dire, des garde-fous hein. tout autour. Et il a cogné sur le premier garde-fou et il s'est blessé partout. Il y a plein de sang qui coulait. Et donc, le sang l'a précédé dans l'eau. Et les requins autour de son sang, ben, ils ont fait la fête. Et il s'est encore cogné au 2e. Donc, ça se passe en quelques secondes. Hein. Il se cogne encore au 2e étage. Et ben là, il s'affale au 2e étage. Non, au rez-de-chaussée, il s'affale. Il n'arrive plus jusque dans l'eau. Hein. Alors, on m'a tout de suite, c'est la compagnie même qui m'a appelé pour me dire qu'il y a un de mes agents qui avait fait un accident et tout. Bon, j'ai tout de suite pris l'avion. C'était vraiment un accident? Ben, personnellement, je n'ai pas cru en la thèse de l'accident. Je n'ai pas cru, mais bon, il faut le démontrer que ce n'était pas un accident. À l'œil nu, je ne peux pas l'affirmer, mais je suis convaincue que ce n'était pas un accident. Et quand je suis arrivée, on m'a proposé qu'il soit interné à l'hôpital, aux frais d'ailleurs à l'hôpital de la compagnie pétrolière, parce qu'ils avaient un hôpital bien où on traitait bien les gens. J'ai dit non, je préfère qu'il aille à l'hôpital public. Mais vous savez, madame, j'ai dit il ira à l'hôpital public, même si on n'a pas les moyens. Et il a été soigné à l'hôpital public. Et puis, et finalement, la mission s'était arrêtée là. La mission s'est arrêtée là et même mes chefs m'ont dit il ne fallait pas, vous savez, on vous avait dit, c'est risqué. Bon. J'ai dit, mais on ne continuera pas comme ça, c'est risqué, c'est toujours risqué. Et alors, quand est-ce que nous passerons aux choses sérieuses? Il faut bien qu'on sache ce qui se passe. Et donc, comment vous avez vécu ça? Vous avez compris là que finalement, c'est un message qu'on vous envoyait pour vous dire ne fourrez pas votre nez ici. Tout à fait. Tout à fait. C'est un message qu'on m'a envoyé. Je l'ai compris comme ça. Et plus tard aussi, ça s'est vérifié pour des contentieux que j'ai fait. On m'a dit, vous savez, madame, vous n'êtes pas la première. Hein, et puis, si vous refusez ce que nous vous proposons, plus loin, les gens accepteront. Et ça s'est passé. Et là, ça se passe en quelle période? Question de comprendre un peu à quel moment, finalement, nous sommes dans les années 83, 84, 85. Donc, ce que je vous raconte, ça s'est passé en 85. Mais j'avais déjà commencé mes investigations. Comme je vous disais, j'avais remarqué trop d'exonérations, donc j'essayais de comprendre et j'essayais de monter des dossiers contentieux. Il y en a qui aboutissaient, c'est vrai, j'ai fait aboutir un, mais vraiment, on m'a dit, dis donc, vous avez de la veine. Hein. Il a abouti celui-là, les gens ont payé en millions, enfin 880 millions qu'ils ont payé de contentieux. Mais depuis, je crois que j'étais surveillée de près, quoi. Donc, et quand vous prévalez vos droits à la retraite, avec quel sentiment vous êtes parti de là? Avoir accompli sa mission ou Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que j'aurais voulu terminer dans la régie financière et transmettre aux générations futures, comme on dit, tout au moins aux générations qui étaient là, l'engouement que j'avais pour les douanes. Le métier que j'avais appris, parce que c'est peut-être pas inné cet engouement, mais j'ai appris un métier et dans l'apprentissage que j'ai eu, on m'a appris à aimer, à consolider les acquis, à me donner corps et âme pour ce que je faisais. Et tel que je suis partie, malheureusement, je n'ai pas pu transmettre le message et
À l'école de l'ENAM où j'enseignais, oui, j'ai commencé à le transmettre. J'ai donné le cours de valeur en douane et qui a continué même après moi. Une fois, j'étais à Brazzaville, j'étais dans mon terrain, je débroussaillais et je vois des jeunes qui viennent. Mais Madame Abiala, c'est vous? Je dis oui, c'est moi. Ah ben voilà, ça vous dit quelque chose? Et on me brandit mon cours de que j'ai fait il y a 8 ans. Ben, nous continuons à travailler avec ce cours. Quand le professeur nous a donné son cours, on nous dit, vous savez, il y a un autre cours là-bas qui circule dans les coulisses, le cours de valeur en douane de Madame Abiala, et on a tenu à venir vous le montrer. J'ai dit, ben, je suis contente que ça continue à faire du chemin. Merci. Alors après, vous vous retrouvez donc en France et depuis là, beaucoup vous découvrent sur les réseaux sociaux, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans vos prises de position contre la dictature de Brazzaville. Et ce qui est curieux d'ailleurs, et très impressionnant, c'est que vous le faites à visage découvert. Est-ce qu'on peut parler là en termes de courage ou une prise de position ou prise de conscience de ce que le pays est dans le gouffre et qu'il faut le sauver? Oui, je crois que votre dernière phrase, c'est celle-là qui est exacte. Le pays est dans un gouffre, il faut le sauver. Il faut le sauver. Et je pense que ceux qui ont quelque chose à apporter au pays devaient l'apporter. Je suis triste de constater que dans mon métier, il y a encore beaucoup d'inspecteurs formés, qui sont là à la retraite et qui n'osent pas parler. Moi, je pense que nous avons le devoir de dire ce qui ne va pas. Ok, on ne nous appréciera pas toujours. On nous prêtera des intentions, c'est des aigris, c'est des je ne sais pas quoi, mais de toutes les façons, je devais aller un jour à la retraite. Hein. Ça, j'ai pris ma La chose retraite la à plus l'âge naturelle d'ailleurs, normal, oui. tout à fait naturel. Mais je serais allée plus heureuse si j'avais pu contrôler au niveau de mon service si le message que j'ai apporté est bien passé. Mais ça, je n'ai pas pu le faire. Et oui, on pourrait dire, les Congolais prennent conscience et essayent un peu de mener cette lutte, s'il faut le dire ainsi, de la libération du Congo, sinon la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Congo-Brazzaville. Mais pour une femme, c'est quand même particulier. Hein. Généralement, Peut-être, c'est un combat des hommes. peut-être, mais je vous dis, Monsieur Christian Perrin, que quand je suis dans la défense de mes idées, je ne me sens même pas femme. Je ne sens pas où est la différence entre un homme et une femme. Je vois tout simplement des idées à faire passer, une démocratie à instaurer. Qu'est-ce que je serais heureuse le jour où chaque Congolais peut dire je suis Congolais, j'ai droit à ceci et on me donne ce à quoi j'ai droit. Que je sois une femme, que je sois un homme, moi, mon problème, c'est celui-là. L'état de droit, que chacun ait en fonction de ce qu'il sait faire, en fonction de ce qu'il s'est donné, en fonction de ce dont il a droit, quoi. Voilà, c'est ça. Et nous apprenons également que la femme, c'est la première conseillère de son homme. Et vous avez vraiment l'impression que nos femmes congolaises arrivent, elles à bien conseiller leur mari avec tout ce qu'on assiste au Congo-Brazzaville. Pensez-vous qu'il y Je a ne une sais pas. responsabilité? Je ne sais pas, moi je me pose la question si elles le font, quoi. Si elles le font. Parce que moi aussi j'ai été mariée, je suis veuve aujourd'hui, mais j'ai été mariée, j'avais un homme qui avait eu des responsabilités aussi à un niveau moindre, d'accord. Mais mon mari était proviseur d'un lycée, mais chaque fois qu'il arrivait à la maison, je lui demandais qu'est-ce qui s'est passé, quelles mesures tu as prises. Et je me souviens très bien qu'une année, il rentre, il y avait une fille qui travaillait pourtant bien, mais qui se trouvait être enceinte. Et à l'époque, une fille enceinte, ben, elle était renvoyée de l'établissement. Alors, je l'ai trouvé un petit peu défait. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Et tout, il dit, ben, écoute, j'ai tel problème. Cette fille, pourtant, elle travaille bien. Elle pouvait avoir son bac. Elle était en terminale. Elle pouvait avoir son bac, mais je suis obligée de la mettre à la porte. Qu'est-ce que nous faisons? Et bon, je vais taire le nom de la fille parce que c'est une fille Tout à fait, oui. connue et la grossesse d'un homme connu.
Donc, c'était un problème. J'ai dit, ben, tu ne peux pas faire autrement que ce que te demande de faire le droit, mais avec la possibilité de lui envoyer des professeurs à la maison pour qu'on aille l'assister, qu'on aille lui faire des cours, l'aider dans l'avancement des programmes. Et la fille a passé son bac comme ça et l'a reçu. Voilà. Eh bien voilà. Alors venons donc à notre sujet central, la régie financière au Congo-Brazzaville, ce qu'elle fut et ce qu'elle est devenue. Mais dans un premier temps, c'est quoi d'abord une régie financière? Quel est son rôle dans un pays? Eh bien, écoutez, la régie financière a un très grand rôle à jouer dans un pays, bon, parce que c'est l'ensemble des directions générales qui sont centralisées et regroupées au niveau du ministère des Finances. C'est des directions générales, non, c'est pas n'importe lesquelles, mais des directions qui sont appelées à collecter les impôts, à collecter les recettes. Et vous me direz pourquoi sont-elles regroupées au sein du ministère des Finances? Ben, tout simplement parce que le ministère des Finances, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est lui qui est censé résoudre tous les problèmes sur le plan pécunier. Et c'est lui qui permet aux différentes, enfin, qui permet l'exécution des différents budgets de l'État. Donc, pour cela, il lui faut des moyens. Alors, on a regroupé ces grandes directions. J'en connais trois principalement. La direction des impôts, la direction des douanes, la direction du trésor. On les appelle aussi des directions de liquidation et des directions de recouvrement. C'est direction de liquidation et de recouvrement des droits et taxes. Pourquoi? Parce que liquidation, parce que c'est dans ces directions qu'on calcule ce que les citoyens ou les importateurs ou les entrepreneurs, les entreprises doivent payer. Donc, c'est la liquidation. Et c'est ces directions aussi qui recouvrent auprès des usagers. Donc, là, c'est la collecte, c'est eux qui collectent. Et aussi, parmi ces trois directions, il y a une direction qui fait la redistribution auprès des collectivités. C'est le Trésor public. Parce que le Trésor public est la banque de l'État. Le Trésor public est donc, vous avez dit, la banque de l'État. Et tout à l'heure, vous donniez un exemple. Bon, j'ai pensé à l'arrosoir. Vous recevez et puis vous arrosez parce que, bon, voilà, c'est vous qui faites la redistribution. Mais on va d'abord revenir sur les principes qui guident, en fait, ce domaine. Vous avez travaillé longtemps d'ailleurs dans ce domaine. Vous avez probablement une idée sur la période où les choses ont semblé marcher. Parce que de toute façon, comme on dit, la perfection, on n'est pas de ce monde. Et la période où les choses ont commencé à boiter, et probablement jusqu'au moment où c'est devenu pire, s'il faut le dire, parce qu'on va le comprendre après. Eh bien, je vous dirais que je partirai de la période de l'indépendance, bien sûr. Donc, c'est l'année où nous prenons notre destinée en main, dans la destinée financière. Et donc, de 1960 à 1900, même cette période de 1960 à 1991, je voulais encore la scinder en deux. Il y a de 1960 à 1970, là, l'État congolais n'a que la régie financière comme ressource, c'est-à-dire il n'y a que les droits et taxes, les impôts, qui sont à 90% dans le budget de l'État congolais. Les 10 autres pourcents, c'est le bois, c'est un peu d'or, du manganèse, des recettes pas énormes. Mais 90%, c'est la régie financière, donc les droits et taxes. Jusqu'en 70, c'est ça. C'est en 1971 que le pétrole entre dans la danse, donc c'est la deuxième période. Mais on va dire que jusqu'en 1991, la régie financière jouait
convenablement son rôle. D'accord, comme vous l'avez dit, nous sommes des humains, il y a eu aussi des erreurs qui ont été commises, mais les gens ont été sanctionnés parce qu'il y avait pas d'impunité en ce moment-là. En tout cas, vous avez enfreint aux règles, et ben, il y a beaucoup de nos collègues se sont retrouvés, pas beaucoup, pas énormes, mais un certain nombre se sont retrouvés soit en prison, soit exclus de l'administration des douanes ou des impôts. Oui, ça me rappelle un peu cette vieille époque hein, où on apprenait parfois comme quelqu'un, par exemple, mettait la main sur l'argent de l'État, eh bien, on venait l'arrêter. C'est tout le quartier qui était informé que le papa d'un tel a été arrêté pour détournement, mais ces choses-là n'existent plus aujourd'hui. Oui, exactement, ça a existé. Moi, je me souviens quand j'étais au beach et quelqu'un, bon, il ne faut pas citer les noms dans Non, on peut se passer les dents. Mais comment ce monsieur, mais d'ailleurs que je trouvais très correct dans ses comportements, même financiers, et vraiment j'ai été malheureuse d'apprendre qu'il avait ce jour-là été pris la main dans le sac. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il était caissier, enfin, il gérait des quitanciers. Hein? Je vous expliquerai après parce qu'aujourd'hui, bon, ben, tout est informatisé, oui, okay. Mais à l'époque, dans certains bureaux, le Trésor envoyait des quitanciers, mais des quitanciers numérotés. Donc, c'est un quitancier du Trésor. C'était pas un quitancier fait par la douane et tout. Et quand il avait fini le quitancier, c'est-à-dire jusqu'au dernier feuillet, il allait faire le versement au Trésor public. Et il s'est trouvé que je crois, avant qu'il n'ait fini, il restait 3 feuillets. Eh bien, il y a eu un contrôle. J'ai vu arriver les contrôleurs de bon matin. Il était 8 heures. Et ils sont entrés dans son bureau. Ils ont fait la comptabilité. Ils ont tout compté et tout ça. Et il y avait un manquant de 88 000 francs. Ça, ce chiffre, je m'en souviendrai toujours. 88 000, c'est pas 88 millions. Non. 88 000 francs. Eh bien, on a fermé le bureau, on a tout fermé, on a pris ses quitanciers, on est parti. Et le monsieur, il a perdu l'emploi pour ça, alors qu'il avait rendu d'énormes services. Pour vous dire, on faisait attention parce qu'on pouvait vous prendre, mais pour un petit rien. Alors, l'impunité n'existait pas en ce temps-là. Et c'était donc la rigueur, alors? C'était la rigueur administrative, la rigueur professionnelle, la rigueur dans les finances. Dans les finances. Avant, tu comptais l'état de tes caisses avant de partir, tu recomptais, plutôt tu les comptais le matin quand tu es arrivé, parce qu'on ne sait jamais, peut-être quelqu'un est arrivé dans la nuit. Tu comptais le matin, tu comptais avant de quitter le bureau pour être sûr que tout ce que tu as, surtout quand on avait un coffre-fort, que tout ce qui est dans ton coffre-fort est exact, parce que le contrôle pouvait arriver à tout moment. Et comment vous gérez donc les missions, par exemple, des fonctionnaires qui partaient à l'extérieur lorsque vous leur donniez de l'argent? Au retour, ils devaient venir rendre compte parce que quelqu'un m'aurait même dit qu'en ce temps-là, il y a une phrase qui était chère, je ne sais pas si c'est à Massamba Deba ou à Yulu, qui disait « Mbongo zo yalu ». Il ne faut pas tenir. En fait, comme pour dire, c'est l'argent de l'État, ne jamais mettre la main dessus. C'est l'argent de l'État, effectivement. Ça, c'est une phrase que nous avons trouvée parce que c'était déjà au temps de Massamba Deba. Moi, j'ai travaillé avec Marie Ngouabi, mais déjà encore avec Marie Ngouabi, dans ses débuts, il y avait toujours, il a travaillé avec ce qu'il avait trouvé comme rigueur. De toutes les façons, il a trouvé des gens qui étaient là en poste et qui faisaient leur travail comme ils l'avaient appris. Nous avons eu comme anciens les Babakas, les Okabe, les Mbizi et Miokono, Anjula, qui nous faisaient comprendre que la rigueur administrative et financière, ben, on ne pouvait pas s'en passer. Hein. C'était le cheval de bataille de la douane, quoi. Donc, nous étions là. Et comment ça se passe? Vous m'avez posé la question, comment ça se passait quand les gens allaient en mission? Oui, nous sommes tous allés en mission. Mais quand on va en mission, je suis vraiment surprise aujourd'hui d'apprendre
on donne comme ça l'argent à des gens qui vont en mission. Mais nous savions à l'époque qu'il y avait un barème pour aller en mission. La journée à l'intérieur du pays, c'était 25 000 francs au moment où j'ai commencé. À l'extérieur du pays, c'était 50 000 francs. Et quand vous alliez pour 5 jours, si c'était à l'extérieur du pays, c'est 50 000 fois 5, tu avais 250 000, pas plus. À l'intérieur du pays, c'était 25 000 fois 5, on ne pouvait pas faire autrement. Il y avait des missions où les gens étaient invités et on ne savait pas combien de jours ils resteraient. Hein, c'est les missions dans les organisations internationales et tout ça. À ce moment-là, on débloquait un certain montant. Donc, une marge pour permettre de couvrir un forfait, jours, oui, parce qu'il y avait les hôtels à payer et tout ça. Mais la personne, là où elle était en mission, elle tenait sa comptabilité tous les jours. Et au retour, dans son rapport, au moment où elle présente son rapport au Trésor public, c'est même pas l'administration, mais au Trésor public, elle joint les factures qu'elle a utilisées pour acheter des choses et tout. Et donc, elle-même, elle faisait les comptes et il restait 50 000, il restait. Elle a graffé les 50 000 avec les factures et le rapport et on amenait au Trésor public. Donc, rendez le surplus, le reste d'argent, c'est ça? On rendait le surplus au Trésor public, oui, bien sûr. C'est pas notre argent, donc on rendait. Et quand c'est arrivé aussi l'une ou l'autre fois, c'est pas souvent, que la personne ait tout utilisé, mais elle devait chercher en rentrant quelqu'un pour lui prêter pour rembourser. Pour rembourser. Et donc, finalement, arrive la période du pétrole, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans les années 71. Et plus tard, finalement, le Congo va vivre ce qu'on appellerait le syndrome hollandais, c'est-à-dire le pétrole est là, il y a beaucoup d'argent, et ben, on abandonne les autres services. Mais parce que ce que je semble comprendre, c'est qu'avant, il y avait beaucoup plus de la rigueur, alors qu'on avait moins d'argent. Et lorsqu'on s'est retrouvé avec le pétrole, beaucoup d'argent, à ce moment-là, les choses ont commencé à dégringoler. En quelle période, selon vous, les choses ont commencé à boiter, sinon à dégringoler? Oui, les choses ont commencé à dégringoler dans les années 73, on va dire. Hein, parce que là, déjà, quand nous avons eu notre premier boom pétrolier, tout le monde on se souvient même jubilé. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de Marien Ngouabi, ben, nous allons importer de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, tout à fait. Donc, tellement content que ben, je crois que les gens ont fait un petit peu n'importe comment, enfin ceux qui étaient à la gestion des affaires. Mais malgré tout, on va dire que 71 milliards, parce que c'était 71 milliards, je me souviens très bien, ce n'est quand même pas un grand paradis. Hein. Il s'est vite rendu compte qu'en faisant 1, 2, 3, 4, 5 grosses dépenses de l'État, eh ben, on attendait déjà le versement de l'année prochaine. Donc, c'est après qu'il y a eu vraiment le boom pétrolier avec des grosses enveloppes, avec des grosses entrées, que les choses ont périclité. Mais là, je voulais quand même dire, avant de parler des choses qui ont périclité, c'est que dans les 3 directions dont je parlais tout à l'heure, il y a les 3 directions de liquidation et de recouvrement, mais il y avait aussi à la régie financière des directions de vérification et de contrôle. Il y avait la direction du contrôle financier et la direction de la comptabilité publique. Curieusement, dans les années 80, 85, je crois que c'est 85 ou 84, ces directions n'existaient plus. Elles ont été dissoutes. Et je pense que c'est la porte ouverte à toutes les exactions financières parce que… Le désordre qu'on assiste aujourd'hui. Tout à fait, parce que là, avant ça, non seulement que l'argent entrait par la porte tout à fait légale et sortait aussi par une porte légale, c'est-à-dire une deuxième sortie. Et c'est là, moi, j'ai toujours
aimé parler de, comment dirais-je, comparaison avec un arrosoir. La régie financière, c'est comme un arrosoir. Il y a une grande entrée par où l'eau entre, donc les finances entrent, et il y a une petite sortie avec d'abord un goulot d'étranglement et ensuite une pomme avec des trous. Et cette pomme avec les trous, c'est le trésor public qui arrose les arbres, les plantes quand il le faut et là où il faut. Quand on enlève la pomme, le trésor ne joue plus son rôle. Quand les engagements ne circulent plus parce que les opérations que contrôlaient ces directions-là, c'est des engagements financiers. Mais quand le contrôleur financier ne pouvait plus contrôler, ça veut dire que on pouvait payer, le trésor pouvait payer n'importe quand il y avait l'argent à la caisse. Et la comptabilité publique qui avait pour mission d'exercer son rôle a posteriori, c'est-à-dire après que toutes les actions aient été engagées, n'avait plus cette possibilité puisqu'elle n'était plus là. Donc, du coup, on ne craignait plus ni le contrôle financier, ni la comptabilité publique. Il n'y avait plus de contrôle. Au départ, j'ai semblé vous entendre dire vous êtes vite parti bon, c'est vrai qu'il y a la retraite qui est intervenue, mais après, vous avez semblé dire que quelque chose ne semblait plus marcher dans ce domaine-là, dans ce secteur. Et voilà pourquoi vous êtes éloigné de ce monde-là. Ça me rappelle également le Premier ministre Souklati Poiti qui avait démissionné. En fait, il part en mission. Après, il reste là-bas. Et quand on lui pose la question, le pourquoi, il dit « Je ne peux plus continuer à être Premier ministre sous un régime où un président se rend dans son village. Pour 2-3 jours, il faut brûler 4, 5, voire 6 milliards. Et tous les jours, on vous demande d'envoyer des milliards. » C'est entre guillemets, je rappelle juste un petit fait. Et je voulais comprendre avec vous, quand vous quittez ce secteur, qu'avez-vous constaté dans ces derniers temps, au moment où vous partez? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans la manière de gérer? Parce que vous êtes quand même resté longtemps dans ce domaine et vous avez vu les belles périodes, au moment où les choses étaient encore bonnes, sinon la rigueur primait encore. Et vous avez probablement aussi vécu le moment où les choses ont commencé à boiter. Qu'avez-vous constaté exactement dans ce secteur, dans ce domaine, les pratiques? Ah oui, ce que j'ai constaté, c'est ce qui m'a fait partir justement parce que la douane est un service paramilitaire. Donc, nous avons des officiers et des agents subalternes. Est arrivé un moment, et je vais le situer clairement, ce moment, avec les guerres qu'on a connues, en 98, les affectations, c'était même plus des affectations. Moi, j'étais partie en mission et je reviens, il y a quelqu'un dans mon bureau. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben c'est moi qui vous remplace. Je dis, ah bon, comme ça? Bon, enfin, bref. Et sans vous avoir donné une information préalable? Sans que j'ai été relevé de mes fonctions. Et pourquoi ça m'a tellement choqué, ce n'est pas le fait de quitter, on occupe un poste pour un temps, on n'est pas là pour y rester toute sa vie. Mais comme je disais tantôt, nous sommes un service paramilitaire et je constate que celui qui, soi-disant, me remplace, il est moins gradé que moi. Je dis ça, non, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que il y a une hiérarchie, donc on doit respecter au moins, je ne peux pas me mettre en sous-ordre par rapport à quelqu'un de moins gradé que moi. Non, ça c'est déjà ça. Et là, maintenant, du point de vue de la forme, du point de vue de la forme, on ne relève pas un cadre sans lui notifier son départ. Oui, il y a une procédure à respecter. J'ai été nommé par décret présidentiel et je pars comme ça, sans ni décret, ni arrêté, ni sans rien. On me dit, c'est moi qui vous remplace. Je dis, ah bon, ben ok. J'ai pris quand même les clés
de mon coffre-fort parce que j'ai dit le coffre-fort, il est à moi. Bon, il ne l'avait pas encore ouvert parce qu'il ne pouvait pas l'ouvrir, il n'avait pas la clé. J'ai dit, je ne vous laisse quand même pas les clés de mon coffre-fort. J'envoie ma démission et je verrai à qui je remettrai les clés Remettre du les clés, oui. coffre-fort. Après vérification, tout bien sûr. Voilà. Donc, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, je suis parti dans ces conditions-là. Voilà. Oui, mais donc si vous êtes parti dans ces conditions, cela veut dire que d'autres aussi ont dû être chassés de la même manière. Et là, Bien on sûr constate que que tu n'étais pas la finalement, seule. Pendant que donc, moi, j'étais en train de... Mais je ne savais pas que dans l'immeuble, à côté aussi, il y avait parce que je revenais de mission, moi. Donc, je ne savais pas ce qui s'est passé derrière moi. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, on a les téléphones portables où on peut joindre les gens tout de suite le soir pour dire voilà ce qui se passe. Donc, beaucoup de cadres, malheureusement, ont quitté dans ces conditions. Et voilà quoi. et donc là, si je comprends très bien, il y a un remplacement de personnes, mais en fait, c'est une stratégie mise en place. Cette fois-là pour éviter le contrôle et la rigueur des principes, sinon de la loi. Et après, on assiste à ce que ce domaine, finalement, les régies ou la régie financière devient un passoire. Et parce qu'il fallait mettre des hommes qui pouvaient le permettre. Ben oui, tout à fait, parce que après, bon, et après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Je ne veux pas me jeter des fleurs. Je veux pas dire qu'après moi, ça a été le déluge. Non, loin de là. Mais on a vu les choses quand même dégringoler tout doucement, jusqu'au moment, jusqu'aujourd'hui que nous vivons, qu'on me dise que l'État est en faillite. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre cela. L'État ne peut pas être en faillite parce que même au moment de la transition où le Premier ministre du gouvernement de transition arrive, les caisses sont vides. Nous nous sommes battus au niveau de la régie financière pour donner toujours dans cet esprit de donner à l'État les moyens de sa politique. Si Milongo n'a pas payé tous les 30 jours, il a payé au moins tous les 45 jours. Et si nous étions restés un peu plus d'un an, on aurait certainement rattrapé tout le retard. Et comment vous faisiez d'ailleurs, puisque vous me met à vous dire ce que nous faisions. Au moins un exemple, ça va nous servir. Serait quand même on a mis plus de rigueur. Le ministre Mateta est encore vivant, il peut Vous témoignez, oui. Me témoigner, hein, il témoignait ce que je dis. Hein, il nous mettait la pression. Et moi, j'étais directeur des finances et de la comptabilité en ce temps-là. J'avais le téléphone avec Wesso pour savoir est-ce que Pocola a payé, est-ce que à Pointe-Noire, quand nous étions déjà vers le 10, je tremblais pour savoir combien ils ont encaissé à Pointe-Noire, combien ils ont encaissé à Wesso, combien ils ont encaissé au Beach. Je centralisais tout ça. Et quand on arrivait vers le 20 et qu'on avait atteint les 7 milliards, je me disais, bon, ben c'est bon, quoi. Enfin, disons 6 milliards. Hein, on avait atteint entre 5 et 6 milliards vers le 20. Je me disais, c'est bon. On approche j'appelais mon collègue des impôts pour savoir où est-ce que vous en êtes. Ah, ben c'est bon, on a 6 milliards et tout. On dit, bon, ben déjà, la paye des fonctionnaires est déjà assurée. Voilà comment on fonctionnait. On mettait la pression à nos agents. On mettait, voilà. J'imagine dans quel stress vous travaillez en ce temps-là. Oui. Alors, Madame Agathe Mabiala, en principe, seul le comptable public peut engager les dépenses ou encaisser les recettes pour le compte de l'État ou de l'administration. Je ne sais pas si c'est cela le principe, mais est-ce qu'il est normal qu'un ministre de son État puisse entretenir, par exemple, un compte bancaire dans une banque commerciale, par exemple, parce que nous l'avons vu, hein, dernièrement, on a suivi un épisode où, il faut citer les noms, parce que de toute façon, c'est connu de tout le monde, Madame Nono, Soudan Nono, ministre du Tourisme, en ce temps-là, avait ouvert un compte bancaire, finalement, à la Banque Postale. Et à son départ, puisqu'elle va se faire remplacer par une autre qui arrive, elle ne voulait pas céder le compte. Comment expliquer ce genre de transaction? Puisque vous avez dit, normalement, la Banque de l'État, c'est le Trésor. C'est le Trésor, exactement, oui.
Moi, c'est ce que j'ai appris. La banque de l'État, c'est le trésor. Et quand je vous parlais des garde-fous qui ont sauté, et parmi ces garde-fous qui ont sauté, il y a l'autorisation qu'ils ont donnée à des directions générales d'ouvrir des comptes privés ou à des ministères d'ouvrir des comptes dans des banques commerciales. Ça n'existait pas en notre temps. Toutes les recettes étaient acheminées. Il n'y avait qu'un seul chemin. Nous appelons ça d'ailleurs la route légale en douane. Donc, les recettes prenaient la route légale jusqu'au trésor. Il n'y avait pas de chemin parallèle. Donc, donner l'autorisation, qui a donné d'abord l'autorisation? Je ne sais pas s'ils ne se sont pas octroyés eux-mêmes l'autorisation, mais aujourd'hui, j'apprends que les directions générales des douanes ont des comptes, pas un compte, mais des comptes. Les ministères ont des comptes dans les banques de la place. Mais j'ai dit, mais d'où sort l'argent? Étant donné que les directions générales et les ministères, c'est pas des personnes physiques, c'est des personnes morales. Alors, où trouve-t-il l'argent pour mettre dans ces comptes-là? Si ce n'est pas l'argent des recettes qu'ils prennent. Ben voilà, ça c'est un point. Mais une fois que l'argent est dans ces comptes, par quel moyen cet argent sort? Qui a la signature pour faire sortir cet argent? En tout cas, ni le ministre, ni le directeur général n'ont la signature. C'est le TPG qui a la signature pour sortir l'argent et des comptes du Trésor qu'il a placé dans la BEAC ou enfin dans les comptes reconnus pour, au niveau de l'État. Pendant que vous parlez de cela, Madame Agathe Mabiala, quel est donc en fait, je voulais comprendre comment fonctionne, c'est-à-dire le Trésor ou le TPG. Quelles sont les relations entre le TPG et son ministre de Finances? Qui est l'ordonnateur finalement? C'est le ministre des Finances et l'ordonnateur. Donc, il donne des instructions au TPG. Lui, il donne des instructions au TPG, mais il n'a pas à avoir des comptes à lui. C'est pas possible. En dehors de son salaire ou de ses biens personnels. Mais comment vous interprétez la situation que voici, le virement de 319 millions de francs CFA, dont la note de virement en libyen, il dit « Je vous demande de virer 319 millions de francs CFA en prenant dans mon compte et de virer ça à la mairie de Pointe-Noire pour payer les salaires des agents de la mairie de Pointe-Noire. » En fait, je voulais comprendre un peu, c'est quoi ce compte qui se trouverait à la BEAC et qu'il peut ordonner qu'on vire de l'argent de son compte personnel vers la mairie de Pointe-Noire. Je comprends. Et non vers le Trésor. Parce que moi, je reviens toujours là-dessus. Vous avez dit que le Trésor, c'était la banque de l'État. Oui. Comment expliquer ce genre de transaction? Je ne me l'explique pas parce que je ne connais pas du tout cette procédure. Celle que je connais, c'est que le TPG, lui qui gère ses comptes qui sont dans les différents… Lui, le ministre, il donne l'ordre. C'est lui l'ordonnateur principal. Mais que lui, il donne directement l'ordre à une banque, ça, c'est pas possible. Ça, c'est des détournements. Hein? Que le ministre Soudan ait son compte et qu'il ne veuille pas céder les documents de ce compte à un autre ministre qui le remplace, je trouve vraiment tout à fait ahurissant. Les ministères n'ont pas de compte à avoir dans les banques commerciales en plus de la place, quoi. Non. Et voilà ce qui s'est passé en France avec la délégation conduite par M. Anatole Colindé Bakosso. Vous avez été informé qu'il y a une délégation comme ça qui est arrivée en France, à Paris d'ailleurs, pour prendre part aux universités du MEDEF. Malheureusement, ils n'ont pas été reçus. Et je ne sais pas s'il faut interpréter ça comme cela, comme pour se défouler finalement, certains ministres, sinon un ministre, puisque celui-là il est connu, je me tais le nom, un ministre s'est permis d'aller faire des achats de l'ordre de 27 millions de francs CFA, donc autour de 43 000 euros, pour acheter 3 objets de luxe. Là encore, on dira que c'est son argent. OK. Mais cette délégation a séjourné dans un hôtel où la nuitée était facturée à 3 millions de francs CFA. Et si on essaie de compter le nombre de personnes qui ont constitué cette délégation, c'est beaucoup d'argent. En fait, ma question était de savoir, lorsque une délégation comme celle-là va en mission,
Comment ça se passe au niveau de la régie financière? Y a-t-il une évaluation des dépenses qui se fait avant? Et quand ils partent et quand ils rentrent, est-ce que jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, parce que vous m'avez dit qu'en votre temps, le contrôle se faisait, vous rentrez et vous rendez même l'argent qui restait, est-ce que maintenant là, ça continue à se faire ou comment ça se gère en fait? La question que vous me posez, c'est même pas à moi de répondre à cette question parce que je suis tout autant surprise que vous de ces méthodes de faire. Moi, j'ai fait des missions aussi pendant que je n'étais qu'un simple directeur, on va dire, d'accord. Je sortais je pouvais aller en mission avec le ministre, avec des directeurs centraux, mais la méthode utilisée, c'était toujours la même. On se présentait au trésor, hein, déjà notre direction, la direction qui t'envoyait en mission, envoyait un état au trésor et le trésor calculait en fonction du nombre de jours que vous aviez à passer à l'extérieur et vous payez vos frais de mission en fonction. Et le taux était connu. Donc maintenant, je ne sais pas si maintenant qu'ils sont en pleine crise, c'est maintenant qu'on paye à 500 000 francs la journée ou 1 million la journée, je ne comprends pas du tout. Mais à l'époque, c'était 50 000 francs. Même si si ça a changé, ça pouvait doubler ou je sais pas. Même si ça pouvait tripler, Mais mais pas ces montants. quand même, ce que nous voyons là, pour aller payer une chambre de 3 millions de francs, 4 €, 3 millions, je ne sais pas. Alors, répondre à cette question, ça veut tout simplement dire qu'on a compris tout ce qui se passe au niveau de l'État congolais, pourquoi l'État est en faillite. Or, justement, je ne comprends pas pourquoi l'État est en faillite. Donc, je ne peux pas comprendre un tel comportement. Quand je vous dis que la régie financière ne joue plus son rôle, elle ne joue plus son rôle. Le trésor, il est là. Pourquoi je me demande, ça devient un trésor pour la forme, mais ce n'est pas la banque de l'État. Pendant que vous dites que le trésor ne joue plus son rôle, évidemment, ça me fait penser aux 14 000 milliards qui ont disparu comme ça, sans trace, où personne n'est interpellé. On ne sait pas où sont passés les 14 000 milliards. Et lorsqu'on pose la question à Denis Sassou Nguesso, ben, il dit c'est l'argent des générations futures. Donc on comprend que finalement, on ne sait pas qui ordonne et comment on peut expliquer cela. Mais oui, c'est ça que j'aurais voulu que le ministre Andeli, qui est passé il y a, je crois, 3 semaines, a commencé à nous expliquer. Vous voyez tout ce que vous voyez là, c'est la dette chinoise et tout. Mais j'aimerais quand même qu'il nous explique parce que le problème de la crise financière congolaise, il est bien plus profond. On ne peut pas venir tout simplement nous parler des immeubles que vous voyez, c'est ça la dette. Non, mais attendez. Nous avons eu de l'argent dans ce pays et comment nous l'avons eu, hein? Il faut aussi qu'on le dise. C'était des excédents budgétaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exécuté le budget, qu'on a dépensé, enfin, qu'on a payé tout ce qu'il fallait payer, qu'on a remboursé tout ce qu'il fallait rembourser, qu'on a dépensé tout ce qu'il fallait dépenser en termes de services et tout, voilà ce qui reste au trésor. Excédent budgétaire. Excédent budgétaire. Donc, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils ont calculé jusqu'en 2010 des excédents budgétaires de 14 000 milliards. Alors, s'il y avait les garde-fous dont je parlais là, c'est très important, s'ils étaient toujours en place, on aurait su depuis longtemps que l'argent sortait n'importe comment. Mais les citoyens congolais auraient su à quoi ont été utilisés les 14 000 milliards. Mais si les Congolais continuent à se poser la question, jusqu'à nous autres qui sommes dans la régie financière, qui connaissons le fonctionnement, comment ça fonctionne? Mais comment un excédent budgétaire peut-il être utilisé? À quoi? Puisqu'on a dit que c'est l'argent des générations futures. Qu'est-ce qui leur donne encore le droit d'aller utiliser cet argent? Et c'est quand même 14 000 milliards. C'est pas 14 000 c'est 7 ans. Hein. C'est 14 000 milliards. C'est quoi? C'est 7 ans. 7 ans de budget. 5 années de budget. Hein? Voilà. Parce qu'à l'époque, le budget, c'était à peu près 3 000 milliards. 3 000 milliards. Donc, on est à 5 années de budget. Donc,
dilapidé, parti comme ça dans les airs, et les Congolais n'ont pas le droit de savoir. Mais si, on a le droit de savoir à quoi cet argent a été utilisé. Surtout que nous sommes sans eau, sans électricité, sans hôpitaux, sans école. Hein? Mais 14 000 milliards, j'ai essayé de calculer en fonction des tableaux que j'ai reçus, ça fait à peu près une prise en charge de 3 000 jeunes des générations futures. Et si on prend en charge 3 000 jeunes, ça veut dire quoi? C'est 4 millions 500 par jeune. Alors, si on dépense 4 millions pour un seul jeune, il a forcément l'eau, l'électricité, il a un hôpital où il peut aller, il a même une bourse à 2 ans, à 3 ans, je ne sais pas moi. Hein? C'est beaucoup d'argent. Et il peut même entreprendre, oui. Ces jeunes qui se sont vus spolier leur argent, ils peuvent porter plainte à la justice, je crois. Oui. Chaque Congolais devrait porter plainte. Ils sont petits ou ils ne sont pas encore nés. Voilà. S'ils ont 2 ans, ils ont des parents, ils sont mineurs, leurs parents vont porter plainte. Hein? Au moins pour prendre date. Alors, on va donc vers la fin de notre entrevue et cette question qui va suivre, elle est politique. Hein. Vous avez suivi, je crois, à travers les médias internationaux. Alors, Monsieur Denis Sassou Nguesso était en visite médicale, dirait-on, en Suisse, où il a passé pratiquement 3 semaines en train de faire une batterie des examens médicaux. Alors, quand il est parti de là, il a en fait loué un avion pour partir de Zurich à Brazzaville. Et cet avion lui a coûté 2 milliards de francs CFA. Ce vol, j'allais dire pas l'avion, le vol, lui a coûté 2 milliards de francs CFA. Alors, nous sommes en pleine période de crise. Et c'est dans ce même moment que le Congo est en train de vouloir convaincre les institutions financières internationales. 2 milliards de francs CFA pour un vol qui part de Zurich à Brazzaville. Quelle analyse faites-vous de cette attitude, par exemple? Un pays en crise en plus. L'analyse que je fais, elle est toute simple. Je déduis tout simplement que les autorités congolaises se moquent tout simplement des citoyens congolais. Il n'y a pas de crise. Donc, il n'y a pas de crise. Donc, ils nous affament exprès. Ils ne payent pas les retraites exprès juste pour nous faire souffrir. Parce que si on peut payer rien que pour louer un avion, rien que pour le retour d'ailleurs, on peut donner 2 milliards pour le retour. Je me demande combien il a payé pour l'aller, peut-être autant aussi. Et il n'est pas allé seul. On a vu aussi sa femme. Je crois qu'ils n'étaient pas ensemble. Sa femme était partie avant, donc on a loué aussi probablement le vol pour emmener sa femme. Mais je pense que nous ne sommes pas en crise. Tout ça, si on compte tout ça et les frais de mission qu'on a payés à tout l'équipage qu'il avait, nous arriverons probablement à 10 milliards. Et la prise en charge d'ailleurs, clinique. Oui, voilà, la prise en charge. Déjà, on sait ce que ça vaut, les hôpitaux en Occident. Alors, nous arriverons à dépasser les 10 milliards et nous savons que la pension des retraités, le ministre Andeli venait de le dire il n'y a pas longtemps, que ce n'était plus 11 milliards, mais c'est plutôt 8 milliards. On a rectifié, mais alors, il y a de quoi déjà payer au moins un mois de pension aux retraités. Hein? Attends, je pense que quelque part, on se moque des Congolais. On se moque de la souffrance des Congolais. Moi, en tant que financière, je trouve que c'est des choses qui me dépassent. Hein? Même, je ne dis pas qu'il aille prendre le vol de tout le monde en deuxième classe comme moi, non. Mais pour ne fût-ce qu'un papa qui a laissé des enfants, qu'il n'a pas pu nourrir correctement à la maison, il va se dire non, je voulais m'acheter un costume qui coûte 30 000, mais je prends celui qui coûte 15 000 parce qu'il faut que je laisse quelque chose pour nourrir mes enfants. Ne fût-ce qu'à ce niveau-là. Là, je dis que c'est tout simplement, j'ai compris qu'on se moque des Congolais et on va frapper à la porte du FMI. C'est ça encore le plus grave. On va frapper à la porte du FMI. Le FMI vous attend là-bas avec ces déshydratats. 48 chapitres là que vous n'avez
honoré aucun, vous n'avez répondu à rien du tout. Mais comment les gens peuvent-ils vous prendre au sérieux? Moi, je veux qu'ils Mais me... au fait, Madame Agathe Mabiala, ça sera la dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que le ministre Andeli a reconnu, enfin le nouveau ministre des Finances a reconnu que finalement la masse de retraite Oui. fait 8 milliards au lieu de 11 milliards. Alors que depuis un certain temps, on avait fait comprendre aux Congolais que ça faisait 11 milliards pour payer les retraités. Oui. Donc j'imagine, pendant un bon bout de temps, on a rassemblé 11 milliards pour les payer. Et aujourd'hui que le ministre vient reconnaître finalement que c'est 8 milliards, j'ai bien envie de savoir où passer finalement les 3 autres milliards. Oui, 3 autres C'est un milliards aveu de multipliés vol par ou le de nombre de détournement. mois Oui, c'est et le finalement un nombre aveu. d'années que ça dure. Oui, Non, c'est un mais aveu de détournement. On écoutez, détournait 3 milliards toutes les fois qu'on payait les retraités. C'est cela. C'est ce que ça veut dire. bah, tout ça, ça veut dire tout simplement que c'est de l'argent détourné. Mais vous parlez des pensions de retraite. Mais parlons des salaires aussi. Moi, ma souvenance, je sais que avec le gouvernement de transition, on avait besoin, la masse salariale était de 9 milliards de francs. Il y a des témoins qui peuvent le confirmer. 9 milliards de francs pour payer les salaires des fonctionnaires. Là, nous sommes dans les années 1990. Nous sommes dans les années 92, 80, jusqu'en 96. On a payé 9 milliards. 8 milliards, 9 milliards. On me dit aujourd'hui, moi, la semaine dernière, je disais encore que c'était 16 milliards. Comment ils ont fait pour arriver à 16 milliards? Ah, ben, quelqu'un m'a dit, mais madame, vous êtes en retard. C'est pas 16 milliards qu'ils utilisent pour payer les fonctionnaires. C'est 61 milliards. Ben, ils sont passés à 80 milliards parce que dans le discours je Non, vous mais c'est apprends, pas ils sont possible. passés à 80 milliards parce que dans le discours du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, il a relevé cela. Non, c'est vraiment Et les mots me manquent. dans Et le pour même moi, temps, c'est il tout fait simplement savoir. un pillage systématique de l'État congolais. C'est même pas des détournements. Le mot que vous avez utilisé, détournement, ce n'est pas assez fort. C'est un pillage. Je pense aux gens qui sont allés piller ma maison quand il y a eu la guerre. Ils ont enlevé jusqu'aux interrupteurs, ils ont enlevé les carreaux, cassé les carreaux pour prendre jusqu'au fil électrique. Eh bien, les autorités congolaises en ce moment, ils font exactement pareil. Je ne peux pas comprendre qu'on passe de 9 milliards à 61 ou 80 milliards, même si c'est 20 ans après. Ce n'est pas possible. Est-ce que il faut multiplier par 100 le nombre de fonctionnaires qui avaient Non, en mais 2000. curieusement, évidemment, le Premier ministre lui-même reconnaît qu'il n'y a pas eu Il n'y a pas eu de recrutement. intégration à la fonction publique. Il n'y a pas Donc, il eu n'y a de pas recrutement. intégration à la fonction publique, mais la masse salariale continue à augmenter. Ben oui, On oui, est oui. parti On donc, si m'explique vous dites comment. 9, 15, on passe à 61 et puis à 80 milliards aujourd'hui. C'est du Et on va vol. terminer donc par là. Alors, si vous avez une Vol, dernière c'est du pillage. préoccupation, je vous accorde 2 secondes pour conclure. Alors, de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Oui, ma dernière préoccupation, c'est que si je parle à visage découvert, ce n'est pas pour dire que, bon, ben moi, je suis une militante, mais c'est pour dire que je m'y connais en finance. Les chiffres, je les connais. Je les ai vus, je les ai calculés, j'ai liquidé, j'ai recouvré, et donc je sais de quoi je parle. Je connais la régie financière. Donc ces chiffres, comme dit aujourd'hui, passer de 9 milliards à 80 milliards, je dis ce n'est pas du tout possible. Humainement, ce n'est pas possible. Donc, si je parle à visage découvert, c'est pour faire comprendre aux citoyens congolais qu'il faut que nous nous réveillons parce que on est en train de marcher tranquillement sur notre tête, de prendre tout ce que nous avons, et j'ai même appris qu'on vend des terres, mais on va nous laisser nus dans la rue parce que nous ne disons rien. Nous avons le droit de parler quand nous ne sommes pas d'accord de ce qui se fait. Et eux, ils ont le droit de répondre, qu'ils nous disent pourquoi l'État congolais en est arrivé à ce point.
surtout que nous sommes sans école, que nous sommes sans médicaments, donc sans hôpitaux, que nous sommes Sans eau, sans sans électricité. eau, sans électricité. Nous ne pouvons donc pas entreprendre à défaut de ces biens de première nécessité. Alors, où allons-nous? Où veulent-ils nous emmener? Je pose la question au Premier ministre. Où veut-il emmener le Congo? Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Madame Agathe Mabiala d'avoir répondu à nos questions, mais surtout de vous être rendue disponible pour nos téléspectateurs. À vous, chers internautes, comment ne pas vous dire merci pour votre choix porté sur TELAIR TV. Restez toujours branchés sur votre canal d'information, mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions pour nous aider à mieux faire. Je vous prends donc congé, on se retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.